Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, c'est le moment de profiter de l'été pour prendre du temps pour vous et de votre avenir. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point avec un conseiller et préparer votre nouvelle vie pro pour la rentrée. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps vous pourriez tenir sans respirer ? Je propose aux auditeurs de faire l'expérience pendant mon introduction. Pour ceux qui ne se sont jamais entraînés à l'apnée, réussir à s'empêcher de respirer est déjà un exploit. En effet, quoi de plus vital et de plus naturel que cette inspiration suivie de l'expiration qui permet à notre organisme de se régénérer en permanence ? Et si votre respiration devenait votre meilleure amie ? Si au lieu de faire l'expérimentation de la faire cesser, cette respiration, vous appreniez à mieux vivre avec elle, voire d'en faire un outil puissant contre le stress, contre les agressions de l'extérieur. Pour parler de la magie de l'utilisation de la respiration, mon invité est instructeur de yoga, en méditation, thérapeute ayurvédique, sophrologue et formateur. Il a publié aux éditions Solar Spirothérapie et il vient aujourd'hui nous en parler. C'est la thérapie par le souffle, à laquelle il forme chaque année de nombreuses personnes. J'ai le plaisir de recevoir Samuel Ganès. Bonjour. Bonjour. Alors, déjà, un petit point sur la définition de spirothérapie et surtout nous dire en quoi est-ce qu'elle est différente d'autres respirations comme la coach respiration de Jean-Marie Desfossés ou la fameuse breathworking qui nous vient des États-Unis ou encore la respiration holotropique. Alors la spirothérapie, donc thérapie par le souffle, c'est à la base en fait un concept. J'ai rien créé, toutes les méthodes dedans sont des méthodes que j'ai retirées surtout des pranayamas de l'Inde et donc du yoga, mais il y a aussi d'autres méthodes. En fait, on va dire que c'est une vision très inclusive. C'est-à-dire que l'idée c'était d'entourer toutes les respirations possibles, c'est-à-dire à la fois les pranayamas de l'Inde, c'est les plus connus, mais également les respirations taoïstes, et puis également de considérer ce qu'on appelle les respirations modernes, Wim Hof, breathwork, holotropique, enfin voilà, toutes ces nouvelles respirations qui sont là depuis, on va dire, 20, 30, 40 ans, et de les considérer pour ce qu'elles sont. Et à partir de là, c'est déjà plus intéressant donc d'avoir cette vision qui est vraiment thérapeutique. Par exemple, le breathwork, c'est plutôt normalement des respirations pour modifier l'état de conscience. Donc on est beaucoup sur des hyperventilations, par exemple, voilà. Et c'est vrai que nous, dans la spirothérapie, on dit attention aux hyperventilations, parce qu'elles sont dangereuses, et en fait, on a la connaissance aussi de ce que ça va faire sur le cerveau, par exemple. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir cette connaissance de la respiration en lien avec les différents systèmes, tout le métabolisme, en fait, et de pouvoir travailler dessus grâce à ça et donc à ces techniques. Et puis l'idée aussi, c'était de ramener ces techniques parce que en tant que prof de yoga, c'est vrai qu'on connaît souvent 5, 6 pranayamas et moi j'en connais pratiquement une quarantaine, cinquantaine. Donc l'idée c'était ça, de transmettre aussi ces pranayamas que j'ai appris en Inde, que ce soit à Varanasi ou à Mumbai auprès de gens qui sont vraiment là-dedans depuis très longtemps, c'est vraiment leur truc. Et l'idée c'était de faire découvrir aussi d'autres pranayamas et pas les 3-4 que la plupart des gens du yoga connaissent.
Donc c'est un guide finalement que vous proposez au lecteur, un guide pour permettre de mieux connaître toutes les méthodes qui existent. Alors justement, qui en a besoin? Est-ce que c'est pour tous ou est-ce que ce sont des personnes qui ont besoin de thérapie, des personnes atteintes de troubles respiratoires? C'est pour qui? Oui, effectivement, c'est pour tous. Et moi, c'est ça que j'aime dans la respiration, c'est que c'est une méthode qui est directe. On va dire qu'en gros, il y a 3 axes vraiment de travail possibles. D'un point de vue du yoga, par exemple, c'est la respiration, donc à travers les pranayamas, la posture, donc à travers le travail physique, ça peut être d'ailleurs même du mouvement, et puis on a également la méditation qui a le travail plutôt sur le mental. Donc c'est ce que j'appelle souvent les 3 axes, spiro, soma et psycho. Le psycho est intéressant. Il est assez accessible à tout le monde, même s'il y a des gens avec on va dire un cerveau un peu galopant, une conscience un peu galopante, qui ont des fois du mal à s'asseoir et à faire le point et dire ok, je vais méditer, je vais me calmer. Et puis il y a des gens ce qu'on appelle à mobilité réduite, donc qui n'arrivent pas à faire les postures ou les mouvements. C'est-à-dire que parfois certains sont dans des fauteuils roulants par exemple, et donc ils ne peuvent pas. C'est pas accessible. Donc à partir de là, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que justement l'axe spiro, lui, est accessible aux gens à mobilité réduite, aux gens avec justement une conscience galopante, un cerveau qui est très hyperactif. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quelque part cet axe est plus accessible à tous. Et effectivement, peu importe son âge, peu importe sa condition physique, peu importe même sa condition mentale, on peut travailler sur le souffle de façon directe, accessible, et c'est ça que j'aime aussi, c'est qu'il y a une forme de simplicité. Alors bien sûr, certaines méthodes sont des fois plus difficiles d'accès, il va falloir les pratiquer plusieurs fois, comme un mouvement, comme une posture, pour y être vraiment bien dedans, mais en règle générale, la plupart des méthodes sont vraiment accessibles à tous, et elles vont travailler profondément sur chaque partie du métabolisme, et donc vont avoir des axes différents, par exemple pour travailler sur le sommeil, pour travailler sur, au contraire, l'activité, pour motiver le cerveau. On a par exemple des respirations psychoactives, voilà. On a donc des respirations qui vont relaxer le système nerveux, d'autres qui vont travailler sur le ventre, d'autres qui vont travailler sur le système endocrinien. Donc on va vraiment travailler sur les différents systèmes et donc pouvoir ainsi travailler vraiment directement sur ce qu'on veut avec la respiration. Alors vous parlez dans votre livre d'une culture ancestrale, le contrôle du souffle vital. Alors pranayama, on en a parlé. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire qu'est-ce que vous avez découvert de cette culture ancestrale et surtout une petite histoire de la respiration avec un grand H? Alors le pranayama, il est intéressant, il est apparu donc il y a à peu près 5-6 000 ans en Inde, en tout cas par l'écrit, parce que c'est, on va dire, les textes védiques qui nous le transmettent, mais on sait déjà que ça existait avant, que ça a été codifié donc en Inde par des sages. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir, il y a d'ailleurs un chapitre sur l'histoire de la respiration dans le livre, parce que ça me tenait à cœur, de montrer que ces techniques, en fait, elles sont passées d'une main à l'autre. En règle générale, c'est d'abord, bien sûr, effectivement, dans le terreau, en fait, védique indien, qui s'est arrivé, mais également aussi dans la culture taoïste. Et puis ensuite, on a les civilisations qui bougent, on a les choses qui arrivent, on a les religions modernes aussi qui vont s'en emparer. Et du coup, effectivement, la respiration va connaître différentes formes. Donc, à la fois, au début, thérapeutiques, méditatives, ensuite, ésotériques. Et donc, elles vont se transformer d'une partie à l'autre, mais elles vont rester là. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que l'homme a compris que le lien à la respiration est un lien vers l'âme. D'ailleurs, c'est le lien de la spiro, la spiritualité, d'accord? La spirothérapie, c'est la même racine, spiro qui veut dire respirer. On l'a dans inspiro, expiro, respiro. On l'a aussi dans l'esprit. L'esprit à la fois l'âme, mais aussi l'esprit, le mental. Donc c'est ça qui est intéressant. Et donc il y a toujours ce lien du souffle. La prière est un souffle d'ailleurs. Le mantra est un souffle. Donc tout se fait par le souffle. Et d'ailleurs, dans les textes anciens, j'aime aussi il y a des petits adages à droite à gauche, mais il y a un adage dans le Hatha Pradipika qui dit celui qui donne la parole ne peut pas respirer en même temps. C'est-à-dire que soit on choisit le souffle, soit on choisit la parole. Et il y a ces échanges-là. Il y a aussi des choses qui reviennent souvent dans les textes anciens védiques, c'est le thème central de la rétention. La rétention poumon plein ou la rétention poumon vide, parce qu'en fait on dit que l'inspire ou l'expire, c'est comme regarder à droite ou à gauche, en bas ou en haut, c'est quelque chose qui fait partie de l'activité humaine normale de la vie, mais quand d'un seul coup on arrête la respiration, soit l'inspire soit l'expire dans une rétention,
Eh bien, automatiquement, et c'est d'ailleurs le lien en fait de ce qu'on appelle la fonction végétative, c'est-à-dire que d'un seul coup, on met de la conscience. C'est-à-dire quand on bloque sa respiration, on le fait de façon normalement consciente, et à partir de là, hop, on met de la conscience dans sa respiration. Parce que c'est ça aussi la spirothérapie, c'est ramener de la conscience dans le souffle, et c'est d'ailleurs ce que propose le pranayama depuis des millénaires, et ce que proposent d'ailleurs toutes les respirations depuis, en fait. Ramener de la conscience dans le souffle. Alors, vous parlez bien sûr de cette culture indienne. Alors c'est intéressant parce que finalement, dans un public francophone, on a des universités et des centres de recherche comme l'IRCAM qui travaillent, on va dire, le souffle teinté de son, mais on travaille peu sur la valeur ou alors le rapport au souffle. Est-ce que c'est un problème avec le silence? Comment vous pourriez, alors vous enseignez cette méthode, comment vous pouvez différencier, je dirais, la respiration, la façon de respirer française par rapport à un travail qui viendrait peut-être plus naturellement lorsque, au travers de vos voyages, vous avez pu rencontrer d'autres cultures? Je crois qu'on est sur la considération de l'inné et de l'acquis. En fait, on pense que la respiration est acquise. Dès lors qu'on fait le premier souffle, le premier cri, ça y est, il respire. Quand vous dites on, c'est surtout le public français, par exemple? Oui, je pense la culture occidentale en général, mais même la culture aujourd'hui orientale. Vous savez, on a souvent tendance à penser que les Indiens, ils font du yoga. Il y a beaucoup d'Indiens qui font pas du tout de yoga. D'ailleurs, les Indiens s'occidentalisent beaucoup. Moi, je me rappelle avoir été au cinéma. À l'entracte, on nous montrait des pranayama. Tout le monde rigolait. On trouvait ça ridicule. Les Indiens trouvent ça ridicule aujourd'hui. L'Indien occidental ne veut pas entendre parler... C'est comme nous, on ne veut pas entendre parler des recettes de grand-mère, quoi. On trouve ça un petit peu... On dit, oh, attends, ça va. Et ils trouvent ça ridicule, mais ça leur parle par rapport justement à une filiation. Ce qui, pour nous, semble être extrêmement orientalisé. Dès qu'on va parler souffle, on sent quand même que c'est pas de notre culture. Exactement, ouais, exactement. Parce que nous, peut-être, on a fait plus de recettes, voilà, ce genre de choses. Mais c'est vrai que le souffle, voilà. Et c'est vrai que on nous apprend à marcher, on nous apprend à tenir une fourchette, mais on nous apprend pas à respirer parce qu'on se dit c'est normal. Et ça, c'est ce que je vois souvent dans les gens qui viennent pratiquer, c'est que les gens respirent mal. Et pourquoi? Parce que souvent, on respire avec son état mental, avec son état émotionnel, et que comme la plupart du temps, il n'est pas très bon en ce moment, eh bien, automatiquement, on respire mal. Il faut comprendre que la respiration, elle est liée à ça, elle est liée à votre état émotionnel et à votre mental. Donc, si ça va pas trop au niveau émotionnel ou mental, obligatoirement, la respiration est entrecoupée, saccadée. Et c'est ça que propose ici la spirothérapie, c'est de ralentir, de mettre de la conscience, j'allais dire conscientiser, mais oui, je crois que ça conscientiser, existe. tout à fait. Et de ralentir le rythme. Et ça, c'est ce qui est vraiment intéressant dans les pranayamas et dans l'exercice de flow et dans la spirothérapie en règle générale, c'est de ramener de la conscience, ce qui n'est pas forcément tout à fait vrai dans certaines autres méthodes comme le breathwork, où on va mettre de la conscience, mais on va plutôt après aller sur justement des états émotionnels poussés, et on se concentre moins après sur la respiration. On l'utilise comme un outil de début, mais après on va pas plus loin que ça. Donc c'est de la respiration pour la respiration, il n'y a pas, on va dire, de but émotionnel derrière. En fait, quand on fait de la spirothérapie, en tout cas moi, c'est comme ça que je forme les gens, je veux que les gens expliquent ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'aime en fait dans la spiro, c'est qu'on rend les gens savants. Et en fait, quand on fait une respiration, on explique toujours ce qui se passe pendant cette respiration dans votre corps. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Alors, par exemple, on va dire qu'à l'inspiration, on capte de l'oxygène, ça les gens le savent. Okay. La rétention poumon plein. Par exemple, donc rétention, on est d'accord, c'est garder l'air, hein, parce que quand on dit, quand je proposais dans mon introduction à nos auditeurs de rester en apnée, exactement. Généralement ça va être poumon plein. Exactement, ça peut être poumon plein ou poumon vide, mais de toute façon c'est l'un ou l'autre. Bon, quand on nous dit arrête de respirer, ça sera toujours plutôt poumon plein comme réaction? Oui, parce que souvent ça se fait sur une inspiration. Ça se fait sur le. C'est plus, on va dire que c'est plus vital, c'est plus en survie. Okay. Parce qu'on peut plus facilement, on va être mieux quand on bloque la respiration au poumon plein parce qu'on a une réserve. Tandis que si on le fait poumon vide, c'est difficile. Et puis surtout, c'est que parfois on n'expire pas complètement. Alors, la rétention poumon plein, par exemple, elle va réouvrir la surface interne de vos poumons. Les gens ne savent pas, par exemple, qu'ils ont entre 100 et 140 mètres carrés de surface interne de poumons. C'est énorme. C'est énorme. Mais on a des bronches et des bronchioles qui se multiplient par 24 à chaque fois, 22, 24 par bronche, donc c'est énorme. Et c'est vrai que, pareil, l'expiration, c'est la dimension détox de la respiration. Et alors, les gens savent que souvent on rejette du CO2, mais on rejette également énormément de toxines. Il faut savoir que les toxines ne sortent du corps que par 4 différents moyens, c'est-à-dire l'expiration, la sudation, les selles et les urines. Bon, il y en a un petit peu dans les larmes, un petit peu, mais c'est tout.
Et l'expiration est très importante. Et l'autre chose que souvent qui fait sourire un peu les gens, c'est que 80% du gras qu'on perd chaque jour part dans l'expiration. 80% du gras qu'on perd part sous forme oxydée dans l'expiration, tandis que les 20% qui restent partent sous forme liquide, soit dans la sueur, soit dans les fluides, ou même les selles, ça peut arriver aussi. Donc pour mincir, il faudrait faire quand même de l'hyperventilation. Mincir, alors c'est là où après on est toujours sur ce lien ténu entre le terme mincir et le terme détox. Ça m'avait fait rire parce que sur Europe 1, j'avais fait une interview et j'avais un médecin d'ailleurs que vous avez reçu il n'y a pas longtemps sur Métamorphose, et j'avais parlé de détox. Il m'a dit oui, mais nous dans le monde de la médecine, le détox ça ne veut rien dire. Et c'est vrai que ça ne veut rien dire parce qu'en fait on se détoxe toujours. Le corps automatiquement est toujours en train de rejeter des toxines. Bien sûr. Après, on peut le faire de plus ou moins, avec une force plus ou moins grande. Et c'est vrai que quand on accentue les expirations, on le sait, on le sent, il y a une détox qui se fait plus. Et puis, la dernière phase, c'est la rétention poumon vide. Alors celle-là, elle est compliquée pour les gens, parce que déjà, il faut déjà aller jusqu'à la vidange des poumons, ce qui est compliqué, de bien vider les poumons et de bloquer. Et ça crée un espèce de stress chez les gens au début, ce qui n'est plus qu'à après, parce qu'à force, et c'est là où je vous disais tout à l'heure que la pratique est intéressante et importante parce qu'elle apporte autre chose au bout d'un moment. Et la rétention poumon vide, elle est intéressante parce qu'en fait, les recherches qu'on a fait montrent que quand on vide les poumons complètement et qu'on bloque, c'est-à-dire qu'on va rester dans un état de poumon vide, eh bien, le cerveau, il repère ça tout de suite et il va créer en fait un système d'urgence. C'est-à-dire qu'en 555 millièmes de seconde, ce qui est extrêmement court, il va demander à la rate, notre rate, de produire des globules rouges pour que ces globules rouges aillent dans le sang et puissent aller chercher les stocks d'oxygène qui sont dans nos organes et dans nos muscles pour les apporter au cerveau, pour qu'il n'y ait en fait pas de mort cérébrale. Parce qu'en fait, le cerveau, dès qu'il voit qu'on bloque la respiration poumon vide, il a peur qu'il y ait un manque d'oxygène. Donc c'est un phénomène qu'il fait tout de suite. Et donc, ça, les apnéistes, par exemple, le savent très bien, c'est que quand vous allez faire des rétentions poumon vide, vous allez faire une montée de globules rouges dans le sang, et donc une montée d'oxygène par les inspirations. C'est pour ça que les apnéistes font souvent beaucoup de rétention poumon vide avant d'aller en apnée, parce que du coup, ils font des stocks plus importants de globules rouges et d'oxygène dans le sang. Et c'est pour ça que, au début, ça peut paraître un peu stressant, la rétention poumon vide, mais en fait, à force de la pratiquer, c'est assez jouissif. Parce que, en fait, dès que vous faites des rétentions poumon vide, comme par exemple une méthode comme Prajhardhana, ou Naoli, par exemple, et bien tout de suite après, vous avez un truc qui monte, un effet vraiment très intéressant. C'est-à-dire, à la fois, il y a un espèce d'effet de chaleur dans le corps. Renouvellement d'énergie. Voilà, la tête qui tourne un petit peu, on se sent bien, on fait waouh, c'est vraiment un shoot vraiment d'oxygène. Et ça, on le sent. Et quand je forme les gens à la spirothérapie, moi, ce que je veux, c'est qu'à la fois, bien sûr, il y a une forme d'animation, bien précise de la méthode, mais également qu'ils puissent dire aux gens ce qui se passe. Parce que c'est important que les gens savent ce qui se passe d'un point de vue vraiment médical et thérapeutique. Pédagogique. C'est vraiment ça la spirothérapie. On n'est pas sur justement du blabla ésotérique, par exemple. Au moins, on va pas parler de la Kundalini qui monte, par exemple. Non. On parle de l'oxygène qui monte dans le sang. Pas de la Kundalini, pas de force vitale, pas de choses comme ça. On est vraiment sur... Voilà. Et c'est pour ça que le terme spirothérapie, qui sont encore vraiment quelque chose de thérapeutique et donc on va dire plutôt de scientifique, c'est vraiment une volonté ici. On reste dans le rationnel, on reste dans le rationnel malgré le spiro qui est notre lien à la respiration. Donc vous parliez justement de 3 étapes. Moi je vais juste reprendre celle que vous mentionnez dans votre livre. Respirer pour vivre en bonne santé, respirer pour rééduquer son souffle. Et donc passer de la simple respiration à la connaissance conscience de celle-ci afin de faire acte respiratoire un art de vivre et de soigner, comment est-ce qu'on passe d'une étape à une autre concrètement? Parce que vous parlez de former à la spirothérapie, mais pour les auditeurs qui nous écoutent, qui seraient intéressés par votre livre, comment est-ce qu'on arrive en fait à passer d'une respiration pour vivre à une respiration pour vivre en bonne santé, voire pour rééduquer le souffle? Alors ce qui est intéressant, c'est que dès lors que vous commencez à pratiquer, vous créez déjà ce qu'on appelle une forme de rééducation. La Hearthmate Institute, qui a créé donc la cohérence cardiaque, a fait énormément d'études. Les Américains adorent faire énormément d'études, et merci à eux, parce qu'on en a besoin. Et en fait, ils ont prouvé justement que avec juste quelques respirations, et en l'occurrence c'est juste 5 minutes par jour, 3 fois par jour si possible, on a déjà une rééducation du système respiratoire. En ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre système respiratoire est relié à énormément de systèmes dans votre corps et en l'occurrence, le système nerveux.
Le système nerveux qu'on appelle donc autonome, qui est donc composé de l'orthosympathique et du parasympathique. Orthosympathique, on appelle aussi des fois juste sympathique, moi je préfère dire ortho, comme ça différencie bien. L'orthosympathique, c'est le système nerveux de l'action. C'est celui qui va vous permettre de vous réveiller le matin, qui vous permet d'être en action. On l'appelle souvent le fight or flight, c'est-à-dire se combattre ou s'envoler. C'est-à-dire, c'est celui primitivement qui nous permet d'être dans l'action ou la fuite. D'accord ? Donc, à partir de là, il faut que les organes qui permettent de digérer s'arrêtent un petit peu pour que ce soit au contraire les organes d'attaque, comme le cœur, comme les muscles, qui puissent être plus dans l'action. Le mental est aussi beaucoup plus présent. Et puis, le parasympathique, c'est tout à fait le contraire. Ce qu'on appelle le rest and digest, donc le repos et la digestion. C'est-à-dire que là, au contraire, les muscles vont se relâcher, le mental va se relâcher, et la digestion va se faire un peu plus pour éliminer. Eh bien, en fait, ce système orthosympathique marche énormément avec notre respiration. En fait, l'orthosympathique est motivé par l'inspiration. Dès lors qu'on inspire, en fait, on accélère le cœur, on accélère l'orthosympathique. Et c'est le contraire, bien sûr, pour l'expiration. C'est pour ça que la plupart des méthodes respiratoires sont souvent avec des temps d'expiration plus longs. Bien sûr, pour que l'inspiration. Favoriser donc, tout ce qui va être détente, en fait. Et donc, à partir de là, quand vous allez faire juste 5 minutes de respiration consciente, vous faites déjà, en fait, une rééducation de votre système nerveux. Votre système nerveux qui est relié à votre cerveau, puisque le cerveau fait partie du système nerveux. Votre système donc nerveux relié au cerveau, qui lui-même relié au système limbique, le système des émotions. Et donc, à partir de là, tout se met, en fait, en marche. Et c'est pour ça que c'est aussi efficace et aussi rapide, parce qu'en fait, c'est impactant. Pareil, vous pouvez travailler avec votre diaphragme. Quand vous allez commencer à travailler sur le diaphragme avec des respirations comme Kapalabhati, donc on va travailler, on va le tonifier. On va l'assouplir. Et donc, à partir de là, on va commencer à avoir un diaphragme qui va devenir plus souple, plus fort, et donc une qualité de respiration qui va être beaucoup plus grande. Et à partir de là, en même quelques respirations, déjà, on est déjà en train de faire ça. Et ça aussi, ça a été prouvé qu'avec des respirations qui tonifient et assouplissent justement ce diaphragme, eh bien, on a une meilleure qualité de respiration. Parce que souvent, ça vient de ce fameux diaphragme qui est un peu coincé. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le diaphragme, quand il commence à bouger beaucoup plus, eh bien, il impacte aussi des mouvements beaucoup plus forts sur le système digestif. Et le péristaltisme va beaucoup mieux. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a une meilleure digestion. Et d'ailleurs, on le dit souvent, les gens qui respirent mal digèrent mal, et inversement. Et voilà. Et vous avez aussi des respirations sonores, par exemple. Les respirations sonores qui vont faire des vibrations. Et ces vibrations, en fait, vont avoir des effets sur l'épiphyse et l'hypophyse, les deux glandes au niveau du fameux ajna, le fameux chakra de la conscience du troisième œil. Et en fait, à partir de là, on s'est rendu compte, en fait, qu'avec ces micro-vibrations, on avait des sécrétions beaucoup plus fortes d'ocytocine, qui est l'hormone, en fait, de l'euphorie. Également de la mélatonine, si on est dans un endroit un peu plus sombre. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que la respiration, elle va, en fait, travailler sur tous vos systèmes. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, le système cardiovasculaire, le rythme respiratoire et le rythme cardiovasculaire vont ensemble. Et puis, le pH du sang. Parce que quand vous commencez à respirer de façon plus profonde, vous amenez plus d'oxygène et surtout, vous descendez beaucoup plus le CO2. Et à partir de là, votre pH sanguin devient neutre. Donc, il passe à 7,4. Normalement, il est un peu plus acide parfois. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sang, il arrose tout votre corps. Donc, si d'un seul coup, vous le rendez dans un pH plus neutre, eh bien, vous désacidifiez, vous désinflammez, tout le système, en règle générale. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien parce que ça a vraiment un impact. Et voilà. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, en faisant juste quelques respirations, vous allez faire des milliers de choses dans votre corps. Et donc, vous n'avez pas besoin de faire des séances pendant 3 heures, 4 heures pour dire « Ah, ça y est, je commence à avoir un petit truc ». Non, non. Juste 5 minutes. Et alors après, bien sûr, pour répondre à votre question, c'est la régularité. C'est vrai qu'effectivement, c'est comme pour tout. Si vous brossez les dents 1 fois par semaine, vous aurez plus de problèmes au niveau de la bouche que si vous brossez les dents après chaque repas ou 2 à 3 fois par jour. Là, c'est la même chose, c'est comme prendre une douche. Ce qu'il faut comprendre après, et c'est ça qui est intéressant si on revient sur la notion de la culture védique, c'est que pour eux, respirer, c'était comme se brosser les dents, c'était comme faire le neti, c'était comme tous les rituels en fait. Et il faut remettre du rituel dans sa vie. Et un rituel de respiration, c'est comme un rituel de nettoyage, puisque d'ailleurs certaines respirations sont des nettoyages qu'on appelle des kriyas. Alors vous parliez justement de la cohérence cardiaque. C'est vrai que dans votre livre, on découvre beaucoup de méthodes. Voilà, qu'est-ce que, pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que vous recommandez ?
allez, en termes, on va être un peu concret, en termes d'investissement temps et retour sur investissement surtout, qu'est-ce que vous nous conseillez? Est-ce qu'il faut d'emblée essayer de trouver quel respirant on est? D'ailleurs, j'ai trouvé votre test très intéressant, on en parlera. Mais on va dire que pour quelqu'un qui veut simplement accroître son niveau d'énergie, qu'est-ce que vous conseillez? Quelle fréquence? Est-ce qu'on peut en pratiquer une? Alors, en fait, dans le livre, je propose des thématiques. Il y a les respirations qu'on appelle simples. D'accord ? En fait, les respirations simples vont être sur inspire, expire, rétention poumon plein, rétention poumon vide. Donc, c'est les plus accessibles. Il y en a 10. Donc, ça fait déjà pas mal de respirations possibles. On a ce qu'on appelle les respirations diaphragmatiques, les respirations tantriques qui sont souvent des respirations d'inversion droite et gauche, ce qu'on appelle alternance. On a les respirations sonores. On a les respirations méditatives. Voilà, donc... Ça revient un peu à ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que je pense que chaque respirant est différent. Moi, j'ai toujours cette culture de l'Ayurveda qui dit qu'en fait, une méthode ne marche pas pour tout le monde et qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de proposer... personnaliser, bien sûr. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui vont venir à la respiration pour différents motifs. Il y en a, c'est parce qu'ils veulent dormir. Ils ont des problèmes d'insomnie. Et ça marche très bien, parce que comme ça travaille sur le système nerveux, ça marche très bien. Il y en a, au contraire, c'est pour accroître leur vitalité le matin, parce qu'ils ont du mal. Le matin, ils sont... donc ils veulent se vitaliser un peu. Il y en a, c'est parce qu'ils veulent côté le détox. Il y en a parce qu'ils ont mal au ventre, ça. Donc, chacun va venir peut-être à la respiration pour des motifs différents. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des réponses pour pratiquement tout le monde. Alors après, pour répondre vraiment à votre question, allez, la respiration la plus simple, ça serait, moi, celle que je propose toujours en introduction à toutes les séances, qu'on appelle Samavriti, et ensuite Visamavriti. Sama, c'est comme en anglais the same, d'ailleurs c'est la même racine que semblable en français. Sama, ça veut dire pareil. Vriti, ça veut dire les temps, les mouvements. Donc en fait, ici, on explore les 4 phases de respiration qui sont l'inspiration par le nez, la rétention poumon plein, l'expiration par le nez ou par la bouche, et ensuite la rétention poumon vide. Alors pourquoi on inspire par le nez? Parce que je sais que la question va venir au moment. On inspire par le nez parce que votre nez est plus innervé, et c'est très bien d'inspirer par le nez parce que vous avez en fait en haut de votre narine le nerf olfactif. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus qui prouvent par exemple que un comédien, s'il va apprendre par exemple une ligne de texte, eh bien la mémorisation sera beaucoup plus impactante s'il le fait en inspirant par le nez que s'il le fait en expirant ou s'il le fait en inspirant par la bouche. Parce que quand vous inspirez par le nez, automatiquement, même si vous ne le sentez pas, il y a des odeurs qui s'inscrivent dans la mémoire de votre nerf olfactif, et donc automatiquement, vous êtes en train de travailler justement sur la mémoire de votre cerveau. Et donc automatiquement, quand vous inspirez par le nez, c'est beaucoup plus impactant pour votre cerveau, et même ne serait-ce que pour la conscience. Donc ça, c'est la première chose. Et puis bon, il y a aussi 4 filtres dans le nez, il n'y en a qu'un seul par la bouche, puisqu'en fait, dans votre nez, vous avez, bien sûr, vous le savez, derrière des sinus, vous avez également les poils et du mucus au niveau de vos narines, ce qui va permettre de réchauffer l'air, qui va permettre de le conditionner pour les poumons, ce qui n'est pas le cas pour la bouche, puisqu'il n'y a que la gorge qui va ici être un filtre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent inspirer par le nez. Alors, quand on inspire par le nez, est-ce qu'on doit gonfler le ventre? Est-ce qu'on doit gonfler le diaphragme? Ça aussi, c'est des questions qui reviennent souvent quand on se... Alors, justement, Sama et Visama, c'est ce que je dis souvent aux gens, ne pensez à rien. C'est-à-dire que Sama et Visama, c'est des respirations simples qui sont juste là pour remettre de la conscience. Et c'est vrai que souvent, les gens demandent « Ah mais du coup, je fais quoi avec mon ventre? Je fais quoi avec mes bandhas ?» Les gens qui viennent du yoga, c'est « Ah, je fais quoi avec mes bandhas ?» Et je dis « Laissez tomber tout ça, en fait. Ça, c'est pas important pour le moment. Ça viendra après, sur d'autres respirations. Mais pour Sama et Visama, c'est juste « Je suis là, présent, maintenant, et je mets de la conscience. » Et donc, on va faire les inspires, rétention, expire, ce qu'on appelle après suspension, qui est la rétention poumon vide, sur les temps de 4, de 5 et de 6, pour travailler donc crescendo sur la capacité en fait thoracique. On commence à 4 parce que 3 c'est trop court, et on va jusqu'à 6 parce que au niveau de la capacité respiratoire, pour la plupart du temps, les gens, 6 c'est bien déjà. Donc ça, c'est Samavriti. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va sur Visama. Et en fait, on se rend compte que Sama n'est en fait qu'une introduction à Visama. En sanskrit, quand vous avez Vi, c'est comme anti en latin, c'est le contraire. Donc Sama, c'est pareil, Visama, c'est donc différent. Contraire. Exactement. Et donc, Visama, donc, alors il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire qu'en gros, normalement, la règle d'or, c'est que votre temps d'inspiration, donc on va prendre par exemple 4, doit être la moitié du temps d'expiration, qui du coup doit être le double, donc c'est-à-dire 8. Après, libre à chacun de ramener les temps de rétention soit sur le temps d'inspiration, donc 4, ou alors le temps d'expiration qui est 8. Moi, souvent, je mets 8 parce que j'essaie de mettre la barre un peu plus haute. Je trouve que c'est bien aussi d'essayer de se pousser un petit peu. Donc, souvent, l'idée, c'est que Visama, pour moi, c'est 4, 8, 8, 8, 5, 10, 10, 10, 6, 12, 12, 12 dans les temps.
Et c'est vrai que parfois, il y a des échecs. C'est-à-dire qu'on se rend compte, moi je vois souvent des gens, surtout sur la rétention poumon vide, des gens qui n'arrivent pas à tenir 10 temps ou 12 temps, puis on voit, ils vont non avec la tête comme ça, en mode « Ah, j'ai échoué », toi. Et je leur dis, c'est normal. Il y a un temps, il faut pratiquer. Et c'est ça aussi, c'est aussi le travail de la culture védique en général, on voit bien dans le yoga, c'est tester aussi son humilité. C'est-à-dire que d'un seul coup, dire, écoute, peut-être que la première fois, je vais pas y arriver à fond, je vais réessayer, je vais le refaire. Et c'est aussi très intéressant d'avoir cette marge de progression. C'est-à-dire qu'à force de pratiquer, ils se rendent, waouh, ça, j'y arrivais pas il y a 2 semaines, maintenant, ça y est, j'y arrive. Parce que c'est ça aussi la vie. C'est pareil, quand on marche pas tout de suite comme ça. Quand on fait du violon, quand on conduit une voiture, on apprend avec le temps. Et c'est un peu, je veux dire, la qualité de vieillir, quoi, la qualité de la sagesse, c'est la qualité d'acquérir des choses. Si au moins il y a une chose qui est bien quand on vieillit, c'est d'acquérir des choses et d'être mieux là-dedans. Donc c'est ça. Donc il y a des progrès aussi dans la respiration. Exactement. Ah oui, indéniablement, parce que vous avez une capacité thoracique qui va prendre en qualité. C'est évident, votre diaphragme aussi, enfin tout va prendre. Alors après, on a tous notre nature. Par exemple, une personne qui est très vata, très menue, très sec, c'est évident qu'elle a une capacité thoracique qui est beaucoup plus moindre qu'une personne très kapha, avec par exemple une cage thoracique très large. Voilà. Mais après, c'est ça qui est intéressant, c'est que selon la nature des gens, il y a toujours des qualités ou des facilités ou des non-facilités selon certaines choses. Donc voilà. Alors pour nos auditeurs, justement, cet exercice que vous nous proposez, est-ce qu'il faut le faire dans un environnement spécial? Parce que c'est vrai qu'en termes de qualité de l'air, peut-être même en termes de silence, est-ce que vous conseillez que ce soit plutôt fait avec une certaine musique? Voilà, par exemple, des respis applis, comme on les connaît, ça peut se faire avec des petites musiques méditatives. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors, en règle générale, ça c'est le b.a.-ba, il faut effectivement être dans un environnement le plus propre possible, le plus sain. Déjà, et ça commence par soi. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce qui est bien quand on veut faire, alors ça fait partie de la spirothérapie, c'est que normalement il y a tout ce qui est nettoyage de la zone ORL. Donc le brossage des dents, le raclage de la langue, mais on le retrouve dans le yoga, et puis également le neti, la fameuse douche nasale, d'eau tiède, salée, qu'on va passer d'une narine à l'autre pour bien nettoyer les sinus. Ça, normalement, c'est important. En tout cas, quand on est spirothérapeute, on rentre dans cette discipline de vie. Ça, c'est évident. Après, c'est pas possible pour tout le monde. Déjà, se brosser les dents et se racler la langue, normalement, c'est accessible pour tout le monde. Ça peut paraître idiot, mais en fait, ça enlève beaucoup de toxines sur la zone ORL, et comme en fait, c'est l'instrument avec lequel on travaille, c'est déjà la première chose à faire. Voilà. Alors, si on fait pas tout de suite les douches nasales, c'est pas grave, mais bon, c'est quand même bien de le faire à un moment. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, être propre. Et normalement, on se lave les mains, parce que des fois, on pose les mains au visage, donc c'est pareil, c'est important que le visage et les mains soient propres. C'est dans le livre, il y a tous les rituels de nettoyage. C'est important. Et puis, si possible, également avoir des vêtements propres sur soi et des vêtements souples dans lesquels on est bien. Ou alors, ça peut être même la nudité si on est seul chez soi. Ensuite, on arrive sur l'environnement. Donc effectivement, si possible, si vous êtes chez vous aéré, même si vous êtes dans une ville comme Paris, il a été prouvé aujourd'hui que la pollution à l'intérieur de chez soi est beaucoup plus forte. Les tissus, ce qu'on utilise pour nettoyer, va diffuser des micro-particules qui ne sont pas très bonnes. Donc c'est important d'aérer, même si on est dans une ville qui est, on va dire, plutôt polluée, c'est toujours bien d'aérer. Donc déjà, un endroit aéré. Après, effectivement, au niveau du son, ça dépend. On peut effectivement être dans le silence total, ça peut être bien. Et puis des fois, il y a des gens qui ont besoin d'une musique un peu douce. Ce qui est problématique des fois dans la musique, c'est que du coup, on s'écoute plus. Et dans la spirothérapie, il y a aussi les respirations en général, il y a quand même une notion de s'écouter respirer. C'est quand même intéressant et important. Donc après, c'est selon. Voilà, moi, ça m'est arrivé de faire des séances avec de la musique derrière. Alors attention à la musique, il ne faut pas qu'il y ait de rythme, c'est ça le vrai problème. C'est que souvent c'est plutôt des musiques d'ambiance. Si vous avez des musiques avec du rythme, c'est comme quand vous avez une horloge. Ça m'est arrivé, je me rappelle quand j'avais des cours au tigre, des fois j'enlevais l'horloge parce que j'entendais le tic-tac de l'horloge, et ça donne des rythmes qui sont des fois un petit peu embêtants quand nous on veut avoir nos propres rythmes, quand on veut les ralentir ou quoi que ce soit. Donc c'est juste ça. Voilà, mais après, il faut rester ouvert. Il y a des gens qui ont besoin des fois de musique douce, des fois pour s'apaiser en plus. Voilà, j'allais dire, parce qu'il y a des gens qui... Exactement, et puis il y a des gens qui s'écoutent trop. C'est-à-dire que là, les ruminations, etc., donc peut-être que la musique peut venir un peu annuler. Donc toujours, on est dans une notion de s'adapter, voilà, de faire ce qu'il y a au mieux pour la personne. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler du test, justement, pour mieux se connaître en tant que respirant? Je l'ai trouvé très intéressant dans votre livre. En fait, il rejoint tout à fait l'Ayurveda. C'est-à-dire qu'en fait, il rejoint ce fameux test ayurvédique de savoir si on est plutôt une personne Vata, Pitta ou Kapha. C'est les 3 phénotypes de l'Ayurveda, qui ont été un peu repris par la naturopathie plus tard. Ils en ont rajouté un 4e, mais voilà. Et en gros, vous avez les Vata qui sont les hyper nerveux.
Donc souvent des gens avec un métabolisme très rapide, rythme respiratoire et donc cardiovasculaire extrêmement rapide. C'est donc des gens hyper nerveux, souvent insomniaques. Voilà, donc eux, ils ont énormément besoin de respirer parce qu'ils ont des problèmes intestinaux, des problèmes de ventre. Donc voilà, donc eux, il faut vraiment travailler sur des respirations plus douces, plus calmes. On a les pitta qui sont plutôt des hypersanguins, donc ce qu'on appelle les gens qui ont beaucoup de toxines, hein, parce qu'ils ont un corps qui est très chaud. Ils sont énormément dans l'émotion aussi, voilà, ils ont besoin aussi eux plutôt de respiration rafraîchissante, de respiration qui vont aussi permettre, et ça c'est très présent dans les respirations sonores, ce qu'on appelle de la détox émotionnelle, c'est-à-dire retirer tout ce qui va être coincé dans la gorge, hein, le fameux chakra Vishuddha. Oui, voilà, on va voilà, donc vraiment essayer de relâcher par le souffle et par les cris, et donc parce qu'il y a des respirations sonores avec, bon, pas forcément des cris waouh, mais si on dans Sima Mudra, on va tirer la langue, on peut y ajouter du cri. On a le kie aussi, qui est le fameux cri qui tue, hein, qu'on a repris dans le karaté, dans les arts martiaux, qui lui est donc une respiration taoïste, qui est effectivement dans la spirothérapie, qui est là par un cri. Voilà, et on a enfin les kapha, donc les hyperflegmatiques, qui au contraire ont des problèmes de vitalité. Alors ils n'ont pas de problème de stress, donc normalement la respiration, ils disent ouais, ça peut être sympa, mais voilà. Mais par contre, à l'inverse, on va utiliser sur eux plutôt des respirations hyperventilantes. Ouais. Donc voilà, dynamisantes, qui vont être souvent des hyperventilantes, ce qu'on appelle les psychoactifs, qui sont réutilisés donc par tous les systèmes ésotériques, Breathwork, Kundalini, voilà, où on va en fait exciter ici le cerveau par une montée d'oxygène et surtout une descente de CO2. Alors comment on sait à quel phénotype, entre guillemets, on appartient ? On a le test justement. Bon, après les gens le savent un petit peu, hein, souvent. Ils savent souvent qu'ils sont soit hyper nerveux ou au contraire plutôt phlegmatiques, ou alors un peu dans le mode meneur, un peu voilà, en tension émotionnelle tout le temps. On peut être aussi un peu des deux. Hein, on peut être, c'est d'ailleurs ce qui arrive des fois dans l'Ayurveda, quand on fait des tests, on se rend compte qu'on n'est pas que Vata ou que Pitta ou que Kapha, on est Vata Pitta ou Vata Kapha, voilà. Donc voilà. Après, ça, c'est juste pour savoir qui on est. La plupart du temps, les gens le savent un petit peu déjà. Et à partir de là, ça nous permet aussi de savoir vers quel style de séance je vais, effectivement. Parce que c'est vrai que c'est ce que propose le livre, c'est aussi des séances très diverses. À la fin du livre, hein, il y a des séances vraiment ciblées sur respiration sommeil, respiration vitalité, respiration détox, émotionnelle, voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté de faire ce livre à vous ? Parce que vous étiez déjà venu dans Métamorphose il y a quelques années, et c'est vrai qu'aujourd'hui, de par votre parcours, il y avait en fait cet accouchement nécessaire, peut-être de mettre aussi un peu de sens et de méthodologie sur des choses que vous connaissez beaucoup de choses, et c'est vrai que je garde en tête cette idée de guide de respiration. Est-ce que vous vous définissez aujourd'hui comme médecin de la respiration ? Qu'est-ce que ça vous a apporté d'écrire ce livre ? Alors, pas médecin, ça c'est aussi une chose que je dis aux gens quand je les forme, faites très attention, hein, vous ne faites pas partie du milieu médical. C'est souvent un peu le problème des gens qui sont dans le bien-être. Hein. On a souvent des gens qui ont payé 3 000 € pour faire une formation en Inde, qui d'ailleurs souvent n'ont même pas de bac ou quoi que ce soit, voilà, d'études supérieures, et que d'un seul coup ils veulent se mettre à la hauteur de médecins qui ont fait des études à n'en plus finir. Et donc moi je fais toujours attention à ça, ne jamais dire faites ça et arrêtez vos médicaments par exemple. Voilà, ça c'est une erreur totale que font beaucoup de gens de plus en plus dans le bien-être. Et moi quand je forme les gens, je dis faites attention à ça. Vous ne devez surtout jamais faire ça. Voilà. On est dans le bien-être, on n'est pas dans le médical. C'est deux choses différentes. On est dans le thérapeutique quand même, dans l'accompagnement. Bien sûr, exactement. Mais voilà, il faut faire attention à bien différencier ça, effectivement. Après, c'est vrai qu'il y avait une nécessité d'écrire ce livre. Pourquoi ? Parce que pour moi, les respirations, je pense que c'est un des meilleurs cadeaux que l'humanité ait créé, honnêtement. Et j'en reviens toujours aux personnes à mobilité réduite, parce que c'est quelque chose pour moi qui est très important. Je trouve que le monde du bien-être s'est construit sur des valeurs qui ne sont pas forcément toujours très inclusives, et je parle surtout par rapport au yoga. C'est pas d'ailleurs que le prochain livre qui sort chez Erol sera un livre de yoga sur chaise, hein, ce que j'appelle l'Upavista Yoga, avec des postures, des mouvements qui permettent aux gens à mobilité réduite d'avoir vraiment une vraie activité physique. Et il y a d'ailleurs aussi des respirations dedans de nouveau, qu'on peut faire donc assis. Pour moi, c'est très important. Et c'est ça que j'aime, c'est de pouvoir me dire qu'une personne, même alitée par exemple, une personne qui est à l'hôpital, peut faire des respirations. Une personne qui n'est pas bien, ou une personne âgée, ou même un enfant. On peut même faire des séances avec des enfants, on peut imiter l'oiseau qui boit de l'eau, donc le fameux Kaki Mudra, on peut faire le lion, le Sima Mudra, donc ça peut être un peu drôle, et en même temps avoir cette notion justement de bien-être aux personnes. Mais c'est vrai que
depuis que moi j'ai commencé le yoga à 14 ans, on m'a vite fait faire des pranayama quand j'étais jeune. Et d'ailleurs, j'en ai refait après quand j'étais au conservatoire de théâtre, parce qu'on utilise aussi beaucoup le souffle pour jouer, la comédie, pour parler aussi même. Et c'est vrai que le pranayama, je trouve, enfin, si j'avais quelque chose à garder dans le yoga, moi, ce serait pas la posture, ce serait le pranayama. Parce que pour moi, le pranayama, il est accessible. Et puis, c'est aussi un peu ce que je dis parfois, c'est une méditation active pour moi. Donc, même pour les gens qui aiment méditer, on s'y retrouve un petit peu des fois dans la respiration. Ne serait-ce que si on prend par exemple la respiration alternée, Anuloma Viloma ou Nadi Shodhana, on a une forme de méditation. On est là, maintenant, dans son souffle. On est ici et maintenant. Donc, il y a une notion méditative dans le pranayama qui est vraiment puissante et dans toute respiration consciente, puisqu'on est dans la conscience. Donc, c'est ça que je trouve intéressant et c'est pour ça qu'il était pour moi important de faire ce livre et de présenter aussi ces 50 méthodes, enfin plus de 50 méthodes, pour montrer aussi, ne serait-ce qu'à mes collègues qui font du yoga, qu'il n'y a pas que 3-4 respirations qui se battent en duel, il y en a aussi beaucoup d'autres et qui sont très intéressantes. Merci beaucoup. Est-ce que pour finir, vous pouvez nous dire quels sont vos rituels en termes de respiration? Qu'est-ce que vous faites tous les jours pour que nous puissions nous en inspirer aussi? Alors moi, la respiration que je fais tous les matins, après mes rituels de nettoyage qui sont donc brossage de dents, raclage de langue et neti que je fais tous les matins, c'est le fameux Pratyahara. Donc c'est la rétention poumon vide avec le ventre qui se creuse vers l'intérieur, qu'on a appelé après dans les années 80-90 Uddiyana Pranayama, Uddiyana Kriya, parce que Uddiyana c'est le nom du diaphragme, donc ça veut dire soit le pranayama du diaphragme ou le nettoyage par le diaphragme. C'est en fait tout simplement une inspire et une expire profonde, donc on va faire inspiration par le nez, on va ensuite expirer par la bouche, vider au maximum, et tout en vidant les poumons, on va creuser le ventre, on va laisser s'avaler vers l'intérieur, et avec ce ventre complètement avalé vers l'intérieur, donc le dos est un peu curvé en avant, on va les masser avec les doigts. D'accord, on peut aussi faire le fameux naoli, la vague sur le ventre. Et c'est vrai que moi, quand les gens me demandent un rituel, je leur dis voilà, vous faites ça 3 à 5 fois tous les matins. Et vous allez voir que ça va vraiment changer votre vie. Parce que l'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle fait donc une montée d'oxygène dans le sang, donc une montée de globules rouges par la rétention pulmonaire, mais elle a une autre vertu, c'est qu'elle va venir masser les intestins. Et en fait, il a été aussi prouvé que quand on a ce massage d'intestin assez vigoureux, ça va créer en fait la sécrétion d'un acide aminé qu'on appelle le tryptophane. Et le tryptophane, c'est le précurseur de la sérotonine. Donc ça permet aussi de réguler nos humeurs dès le matin. Et donc un shoot de sérotonine et un shoot d'oxygène dès le matin, pour moi, je pense que c'est la bonne méthode pour bien commencer la journée. Donc souvent, c'est la méthode que je préconise. Après, moi, c'est celle que j'aime moi, mais je sais que pour avoir formé des gens, il y a plein de gens qui disent « Ah, moi j'aime bien celle-là, moi j'aime bien celle-là ». Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que après, quand avec ce livre, on a plein de pratiques différentes. Et bien après, vous pouvez vous-même créer votre propre rituel personnel, votre propre petite pratique du matin ou votre petite pratique du soir. Ou voilà. Il y a des gens qui me disent moi je le fais au moment après le repas du midi parce que j'ai souvent un coup de barrassement là, donc pour aller retourner au travail, je fais 2-3 respirations, ça me fait du bien. Il y en a qui me disent moi je m'enferme dans les toilettes au bureau, je fais 2-3 respirations. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la respiration, vous pouvez la faire n'importe où, n'importe quand. Elle peut vous prendre des fois juste 2-3 minutes. Elle est déjà très impactante avec 2-3 minutes et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment ça qui est, c'est quelque chose qu'on a en soi tout le temps. Et quand on a ensuite la connaissance de ces méthodes, on peut faire ça n'importe quand, n'importe où et pendant toute la vie. Voilà. Merci, un très grand merci Samuel Ganez d'être venu dans Métamorphose pour nous parler de cette spirothérapie avec tant de passion. Je rappelle le titre de votre livre Spirothérapie paru chez Solar Éditions. Merci et à très bientôt dans Métamorphose. Merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.